Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire. En vous souhaitant une belle année 2025 pleine de compréhension et de solidarité. En tous les cas, en ce qui concerne cette émission, l'Imaginoire est un outil au service des déficients visuels. Et 2025 ne dérogera pas à la règle que nous nous sommes fixée dès le départ. C'est-à-dire que cette émission continuera à être réalisée en étroite collaboration avec des personnes touchées de près ou de loin par la déficience visuelle. Vous vous sentez concerné ? Eh bien, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. Retrouvez-nous sur Facebook ou YouTube ou Instagram via l'imaginoire-8 radio. Vous pouvez également contacter votre radio qui nous passera le message et faisons ensemble, rockons la Casbah, oserais-je dire, afin que la compréhension des réalités des uns, des unes et des autres avance, parce qu'il en va de l'intérêt de tout le monde. Mais qu'y a-t-il au programme du jour ? Un débat enregistré sur Avignon il y a quelques mois dans les locaux de la SAMSA. Aujourd'hui, il sera question de sport, du pourquoi il est important de le pratiquer, et de la grande question, toujours ouverte, de l'acceptation du handicap, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Je vous laisse donc en compagnie de Marilyn, Michel, Karen, Sacha, Philippe, Didier et Nadim. Bonne écoute. Déjà, l'intérêt de pratiquer un sport quand on est en situation de handicap, c'est sortir de chez soi, c'est arriver à faire du social à côté. Et c'est très important pour nous parce que rester chez soi, c'est une horreur, on devient fou. Tandis que là, on rencontre des gens et en plus, on se dépense. On dépense cette énergie qu'on n'arrive pas à annuler chez soi, puisque on ne peut pas faire n'importe quoi. Tandis que là, c'est impeccable, quoi. Le sport est très important pour ma part. C'est une façon de s'extérioriser et de se développer aussi. Oui, quand on pratique un sport, même en tant que non-voyant, on peut le pratiquer comme une personne qui pratique du sport normal, mais on peut aussi faire des tournois et tout ça. On peut faire quelque chose de que ce soit vraiment pas qu'un amusement, vraiment faire des tournois mondiaux. Il n'y a pas que l'amusement ou faire du sport comme ça. Moi, je sais que depuis que ça m'est arrivé, le sport m'a été fortement conseillé par les gens du SAMSA, ont beaucoup poussé. Donc maintenant, j'en pratique 3. J'ai le tandem, j'ai la natation et là, bientôt, je vais faire de la course nature. Mais ce qui est très très important dans la pratique du sport, c'est déjà de s'entretenir physiquement parce que au début, quand il m'est arrivé ce problème, j'ai fait énormément de canapés. Le problème de rester tout seul, c'est que, comme disait Philippe, on devient complètement fou. On ne supporte plus rien, ni personne. Mais maintenant, le fait de faire du tandem, ça permet de rencontrer des gens qui sont valides, ou non-voyants plutôt. Donc on côtoie les deux mondes. Pour la pratique de la course, par exemple, j'ai fait connaissance lors de la journée porte ouverte des sports handisport, oui, d'un coach qui probablement va me prendre en main dans quelques temps et ce qui me permet aussi de pouvoir pratiquer et surtout, ce qui est important, c'est de s'entretenir physiquement, quoi, et moralement. Ça va de pair, oui. Oui, autre chose, c'est que le sport, pour nous qui sommes en situation de handicap, a quand même un impact très positif sur l'estime de soi. Le fait de ne pas pratiquer d'activité le jour où on se met à faire une activité sportive, adaptée, nous permet de nous rendre compte de façon concrète des possibilités qu'on a et d'autres possibilités qu'on n'estime même pas. C'est vrai qu'on parle comme ça de temps en temps de l'estime de soi, mais c'est quelque chose qui est quand même fondamental parce que quand on part avec un esprit positif, ça nous donne plus d'ambition pour rechercher des choses, pour essayer d'élargir l'horizon des possibles, que ce soit dans le domaine sportif d'ailleurs, comme dans le domaine de la vie quotidienne. J'ai fait un peu d'escrime il y a quelques années. Bon, après, j'ai pas pu continuer pour des raisons de compatibilité avec les horaires de travail.
Mais l'escrime, par exemple, ça m'a permis de me déplacer plus facilement avec la canne. Parce que justement, le fait d'avoir des réflexes qui permettent de mieux appréhender son environnement, même quand on se déplace dans la rue avec sa canne, on a plus confiance en soi. On sait qu'à tel endroit, à tel obstacle, je peux être réactif comme à l'escrime, au moment de toucher l'épée de l'adversaire, je suis capable d'esquiver quelque chose, etc. Et puis, ça permet, comme je disais, d'élargir aussi le champ des possibles parce qu'on va sortir plus facilement, on va s'orienter plus facilement aussi vers d'autres choses comme de la rando, de la course ou certaines activités d'athlétisme. Donc vraiment, cet impact psychologique fait que justement, on est plus volontaire et on a plus le goût d'essayer des choses, même si au final, on sent qu'il y a une activité qui ne nous convient pas tellement, mais au moins on se dit j'ai essayé, tant pis, je vais essayer autre chose si ça ne marche pas. Oui, et peut-être le plus difficile, c'est de se dire je peux faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance au départ, peut-être, à s'enfermer un petit peu, à dire je ne peux plus faire telle activité sportive ou telle activité culturelle, etc. Et on se rend compte que si on cherche, on peut avoir des solutions et des activités qu'on peut pratiquer finalement de manière quasi normale. Je fais l'illustration, j'ai découvert en cherchant un peu qu'il y avait une petite piscine en centre-ville d'Avignon. Et finalement, c'est un esprit familial. Je suis arrivée en disant je suis malvoyante, donc comment ça marche? Le vestiaire était un peu sombre et tout. Maintenant, j'ai pris mes repères et ça va. Et dans un petit groupe, dans une petite piscine, finalement, ça se passe normalement, j'allais dire. Là, Najim parlait de l'escrime, donc je sais de quoi en parler. Avec ça, moi j'ai rencontré des tas de gens, des Suédois, des Italiens, des Espagnols. On fait des tas de choses avec, mais on fait aussi, grâce à ces personnes voyantes, on a fait d'autres choses. Bon, le tandem, n'en parlons pas, on en fait beaucoup, mais on peut faire de l'escalade, on peut faire de la marche nordique, on peut faire des tas de choses avec. Et c'est vrai que tout est possible, tout est possible. Il suffit de prendre son temps et on arrive à faire des tas de choses. Quand on veut, on peut. Qui pratique quoi comme sport ici? Belle synchro. Bing. Bonne question, ça veut dire que c'est une bonne question. Philippe, je suis encore sur toi, tu pratiques quoi comme Je sport? pratique l'escrime déficient visuel. J'en fais au niveau maintenant national aussi quand même, puisque je fais partie du circuit national. Je fais du tandem à bon niveau maintenant aussi. Bon, je vais dans un challenge là, fin d'été, faire Marseille-Paris pour les Jeux paralympiques, pour l'ouverture. De la marche nordique avec les STAPS. De la randonnée, on peut en faire aussi, on en fait aussi. Donc on fait tout. Et de l'escalade quand j'ai l'occasion. Et de l'escrime quand on est déficient visuel, ça se passe comment? Ça se passe, on fait que de l'épée. Ça se passe presque comme la normale. On a les yeux bandés. Par moyen d'équité, on est tous pareils. On a les yeux bandés, on ne voit rien. On a un simple contact de fer au départ pour dire on peut attaquer. Donc on sait où est la personne en face. On a une bande centrale où on a un pied dessus sur la piste pour pouvoir se diriger quand même. Et on n'a pas le droit de faire la passe avant, ce qu'on appelle la passe avant, c'est-à-dire croiser les jambes. C'est toute la seule différence qui est. En principe, on a même du matériel spécifique et on arrive à faire des combats seuls, sans arbitre. On a du matériel électronique qui nous permet de différencier le son de chacun pour la touche et un troisième son pour la double touche. Et de là, on part. D'accord. Donc, j'en avais parlé ce matin. Je fais du frame running. C'est une espèce de vélo sans pédale
ce qui est bien, c'est qu'il y a un plastron et en fait, le guidon pour se diriger est bloqué. Donc, ce qui fait que même en étant non-voyant, en fait, on va toujours et on peut courir. Et ça donne vraiment une sensation de liberté. Moi, j'ai appris la marche nordique. La marche nordique, d'accord. C'est fatigant, mais c'est très bien. Et puis, c'était la première fois, à mon âge. Bon. Mais avec le groupe de jeunes que j'étais, les jeunes de l'université d'Avignon, très très bien, grâce au SAMSA justement, j'ai appris la marche nordique. Le tandem, non, je ne m'y risque pas. Pas encore. Pas encore. Mais la marche nordique, c'est très bien. Ça fait du bien, on est heureux, on est dans la nature. Et à mon âge, j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Marilyn, Michel, Karen, Sacha, Philippe, Didier et Najim. On cause de pratiques sportives, mais surtout de possibles. Retour au débat. À propos du tandem, puisque avant mon problème, là, je faisais beaucoup de courses à pied et de vélo. Et ça m'a permis de retrouver un petit peu les sensations de parcours cycliste. Mais ce qui est très très important, c'est de pouvoir se réhabiliter par rapport à ce sport. Je veux dire par là que au tout début, j'avais l'impression de pédaler, excusez-moi du terme, un peu comme un bœuf, parce que je ne savais pas où je me trouvais, ni dans quel sens, ni où, ni... Je n'avais pas non plus appris à me servir des autres sens, tels que l'odorat. Alors que maintenant, depuis le temps que je pratique, ce qui est intéressant, c'est déjà le contact avec les pilotes qui nous aident. Moi, j'ai appris à reconnaître beaucoup d'odeurs dans la nature ou dans les endroits où on passe. Beaucoup d'odeurs auxquelles on ne fait pas forcément très attention quand on est voyant, parce qu'on voit, on se dit, tiens, ça sent ça. Alors que là, vous avez l'odorat qui est vraiment actif. Il y a les sensations du vélo, quand on se penche, quand on descend, quand on va vite, quand on a du vent, le vent dans les cheveux. Ce qui est important, c'est... de persévérer, parce qu'au début, c'est pas forcément très agréable. Le plaisir de refaire du sport vient petit à petit. Mais voilà, il faut persévérer. Je voulais juste te dire, souvent on me dit oui, mais vu que tu es non-voyant, tes sens sont plus accrus, tes autres sens sont plus accrus. Et en fait, c'est pas de base en étant non-voyant qu'on entend mieux, on sent mieux ou quoi. Mais c'est que, par exemple, quand je fais du frame, je fais plus attention au vent sur ma peau, à ce que j'entends, à ce que je ressens particulièrement. C'est juste qu'on fait plus attention. Ils sont pas de base, les sens sont pas de base plus développés. Moi, j'aimerais bien savoir si ici, tous en faisant du sport, vous avez accru la possibilité de savoir si vous arrivez dans un endroit qui est ouvert, s'il y a un mur, à combien de mètres il se trouve. Ça, c'est plutôt un autre sport. Ça. C'est dû au travail un peu des instructrices de locomotion. J'étais un peu, parce que en fait, je pense qu'on va approfondir le problème, mais de l'écolocation, quoi. Avec la canne, suivant les revêtements sur lesquels on se trouve, la canne nous donne le son, un son particulier, et de là on sait si on est près d'un mur ou d'autre chose. Mais bon, On arrive à le ressentir de l'horizon. un pont ou d'autres choses comme ça, quoi. Avec le sens des masses, on arrive à le ressentir. C'est ça.
Un mur, on arrive à le ressentir un peu de loin. Un poteau, on ne le ressent pas. On se le prend. Ah, j'ai réussi à ressentir les poteaux. Ah oui, oui. Avec la canne, oui. Mais Avec les séances de décolocation, décolocalisation, Oui. avec de l'entraînement, j'ai pu repérer des arbres, des poteaux, etc. Donc en fait, c'est spectaculaire, mais ça, quand on n'y fait pas attention, quand on ne sait pas, on passe à côté d'un écho auquel on ne prête pas attention, mais quand on s'entraîne, on fait quelques séances, on se rend compte vraiment que ça, de ces différences quand on arrive à un arrêt de bus, un arbre, etc. Voilà. Bon, ça remplace pas la canne, c'est sûr, mais ça nous permet de mieux appréhender l'environnement, les obstacles, etc. C'est un apprentissage. Oui. Le claquement de langue ou le claquement des doigts aussi, ce sont des techniques qu'on utilise pour justement apprendre à se mouvoir à la façon de chauve-souris. C'est le principe, hein, c'est le même principe. Donc, puis la question du sport, il y a quelque chose qui est important aussi parce que dans les enjeux de santé publique par rapport à l'activité physique de façon générale, on entend, combien de fois on a entendu, il faut lutter contre la sédentarité. Alors la sédentarité, c'est pas de rester devant la télé forcément avec le gros saladier de popcorn et à manger à longueur de journée, mais c'est aussi la question qu'est-ce qui cause la sédentarité. Et l'handicap visuel, effectivement, c'est un facteur plus que favorisant de la sédentarité quand on se sent coincé chez soi, à pas pouvoir sortir comme on veut, quand on veut, etc. Forcément. Donc ça veut dire que même si beaucoup de progrès ont été faits sur le sport adapté, on n'est pas arrivé au maximum de l'accessibilité, tout sport confondu. Donc c'est vrai que le fait de renforcer davantage, de toujours chercher à renforcer l'accessibilité au sport adapté, au sport en général, fait que justement ça nous permet aussi de lutter contre cette sédentarité. Chemin faisant, sachez que l'Imaginoire approche de sa finalité, mais il nous reste tout de même le temps d'aborder un sujet crucial, celui de l'acceptation du handicap. Alors, retour au débat avec Marilyn, Michel, Karen, Sacha, Philippe, Didier et Nadji. Et c'est vrai que l'acceptation de l'handicap, c'est une question qui est vraiment importante aussi parce que assumer son handicap, ça ne veut pas forcément dire uniquement assumer son état de santé du moment, mais c'est assumer le fait qu'on va rencontrer des gens qui vont réagir tous de façon différente. Et donc ça veut dire être dans une forme d'anticipation en se disant on va avoir des gens qui vont, je ne parle pas de mal réagir, qui vont réagir de façon plus ou moins adéquate, par exemple. Donc, et notre mode de communication avec les gens va être différent en fonction justement de leur réaction. On ne communique pas de la même façon avec les gens. Moi, je peux dire, par exemple, je suis déficient visuel, je peux dire je suis malvoyant. Et parfois, pour éviter les débats inutiles, je dis je suis aveugle, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est aussi savoir s'adapter aux gens, c'est aussi savoir... on est toujours dans une forme d'anticipation des réactions, en se disant, voilà, si les gens réagissent comme ça, je vais faire comme ceci et comme cela. Voilà, c'est assumer l'handicap et en assumer aussi les conséquences éventuelles. C'est important, pour pouvoir mieux se projeter. Ceux qui vous crient à l'oreille quand vous dites « je suis malvoyant ». Ben oui, non mais... Moi, je suis malentendante aussi. Je pose alors qui parle à ma femme, alors en fait qui répondent à ma femme au lieu de me répondre à moi. Alors que ça me concerne et que c'est moi qui pose la question. Ah, il est malvoyant, donc il faut lui dire que... Même des professionnels de santé, oui. Dites-lui direct. L'habitude, c'est quand on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux et qu'on a le retour. Et quand on n'a pas... D'ailleurs, à la Ramave, Sacha avait cessé d'avoir les yeux dans la direction de la personne qui parle
Parce qu'il disait, ben moi, quand les gens s'en vont, ils me le disent pas. Et je parle comme un couillon, je continue à parler comme un imbécile, alors qu'il n'y a plus personne. Et du coup, il ne faisait plus d'efforts. Et maintenant, il le fait. Parce qu'il a discuté là-bas, tout ça. Et ça nous permet, aux personnes qui sont voyantes, de se sentir écoutées, le fait d'être regardées. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a un petit peu ce décalage. On a un système avec une pince et un fil, donc on accroche la pince à la personne qui nous parle, et puis dès qu'elle s'en va, clac, on entend la pince qui lâche et on sait. Ça peut être... Sûr, on se retrouve des fois, c'est vrai. Moi, je pense aussi qu'au niveau du handicap, il faut savoir, en tant qu'handicapé, il faut savoir un peu s'imposer. Moi, ça m'est arrivé une fois à la piscine. La piscine de Carpentras nous alloue une ligne d'eau et un créneau horaire le dimanche matin pour qu'on soit à peu près tranquille. J'étais dans la ligne d'eau et un gars rentre là-dedans et il me dit cette ligne d'eau là c'est pour les nageurs. Je lui ai répondu je fais quoi là? Je suis dans l'eau, en maillot de bain. Et donc bon. Et j'ai eu la chance aussi d'être aidé par la directrice de la piscine qui lui a remonté les bretelles convenablement, quoi. Donc, Parfois aussi, il y a certains sports, ce qu'on appelle un peu les sports à sensation, comme la conduite. Philippe, tu m'en avais parlé il y a quelques années. La conduite sur circuit. Oui. Les yeux bandés. Alors oui, il y a comment on appelle ça? Il y a aussi ce sport qui peut être, certains sports, certaines activités qui peut être une réponse à certaines formes de frustration. La frustration de ne pas pouvoir se déplacer seul comme on veut, et cette frustration par exemple de ne pas pouvoir conduire, mais la conduite plaisir quoi. Se dire en tant que déficient visuel, je ne peux pas conduire. Et le fait d'avoir mis en place Alors moi malheureusement j'ai raté l'époque où ça se faisait pas loin d'ici. C'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir faire. Et dernièrement, j'ai eu le privilège d'essayer. Alors, j'ai fait mon baptême de l'air à bord d'un ULM. J'ai eu un pilote qui était vraiment très avenant, qui m'a octroyé le privilège de tenir le manche, quoi, puis de pouvoir piloter un peu à ma manière, quelque chose dont on rêve depuis gamin. Et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, ça permet d'élargir pas mal d'horizons. J'ai un ancien collègue de promo de l'école de kiné. J'ai appris qu'il y a 2 ans, il avait fait la traversée Strasbourg-Casablanca en étant lui le pilote, quoi. En étant quasiment non-voyant. Donc c'est vrai que... Il m'avait proposé aussi. Ouais. Et Carpentras, ils en faisaient. Ils en font ou ils en faisaient? Ils en faisaient. Ils en faisaient. Ils en font toujours. Mais ça se faisait à Carpentras. Je le faisais à Orange aussi. Avec mon directeur d'établissement qui était coach pilote, qui voulait que je fasse ça. Pas à la base aérienne quand même. Non. Sur les rafales, non, ça fait un peu rapide quand même. Il faut surtout pas qu'il soit armé parce que... Ouais. C'est quoi ce bouton? C'est quoi ce bouton? Ça sert. Trop tard. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors merci à l'équipe pour ces échanges et le SAMSA pour l'accueil. Et du débat, il y en aura d'autres. Et d'ailleurs, si vous, de l'autre côté du poste, vous aimeriez y participer ou directement en organiser un avec notre appui, eh bien, contactez l'émission à l'imaginoire@lilo.org. Contactez votre radio qui nous passera le message. Et rejoignez-nous sur nos réseaux, sur Facebook, YouTube ou Instagram. L'Imaginoire est une émission accompagnée par l'association Résonance. L'Imaginoire est un projet soutenu par la CAF Drôme. À bientôt
pour une nouvelle émission.